On va essayer de parler maintenant de la rééducation. On va prendre pas mal de distance sur la rééducation. Ce topo-là, ça se cadre exclusivement sur la suture du ménisque. Et en post-opératoire, il y a d'autres indications, la méniscectomie partielle. Ça ne changerait pas grand-chose, mais quand même. Et on n'est pas dans le ménisque dégénératif. Là, on parle vraiment du ménisque qui est traumatique, qui vient d'être opéré. Vous allez voir au cabinet pour les kinés, vous allez voir à vos cabinets, tous. Et du post-opératoire immédiat à la reprise du sport dans de bonnes conditions, on va justement essayer de voir comment on s'organise. Alors moi, j'ai aucun conflit d'intérêt, ni avec des marques, ni avec le collège ici présent, avec Bordeaux-Nord ou quoi que ce soit. On travaille en bonne entente, mais pas plus. L'EBP est extrêmement important. Ce n'est pas que la littérature scientifique, c'est un des piliers. Il y a aussi l'attente du patient et il y a aussi votre expérience. Extrêmement important, plus on progresse dans le niveau de sport de nos patients, plus on s'éloigne de l'EBP parce que c'est des échantillons qui sont de plus en plus maigres et de moins en moins comparables. Il faut savoir se sortir de cette littérature, comme disait Thibaut, être critique et surtout réintégrer ça dans notre pratique et dans notre rééducation. Alors le plan, on va regarder rapidement au niveau des protocoles, un point pour informer le patient, le niveau de sport à déterminer, très important, comment on programme une rééducation, comment on fait progresser nos patients et l'évolution des concepts de prise en charge. Ce qu'il n'y a pas dans cette présentation aujourd'hui, c'est un catalogue d'exercices, parce que ça n'aurait aucun sens, ou une recette magique pour soigner un ménisque, ça n'aurait aucun sens non plus. On va essayer de voir ça avec plus de recul. Pour tout ce qui est exercice et protocole, on va en parler juste là. C'est pas ce qu'il faut venir chercher ce soir. Les protocoles, il y en a beaucoup, des revues, il y en a beaucoup, de qualités très très différentes. Il n'y a pas de gold standard, il n'y a pas une seule façon de le faire. Pour le même patient qui fait le même sport, une corne postérieure qui a été opérée par le même chirurgien, les profils d'évolution sont tellement variés qu'il faut trouver autre chose qu'un protocole magique. Il n'y en a pas. Même la biomécanique apporte des solutions presque contradictoires sur pourtant une projection du corps humain. Donc il ne faut pas se baser uniquement sur ça, il faut juste l'intégrer au milieu d'autres choses. Aujourd'hui, dans les protocoles qu'il va falloir utiliser, on ne parle plus de délai exclusivement temporel, mais de marqueurs cliniques, comme on le voit pour le ligament croisé. C'est probablement vers ça que ça va tendre, c'est-à-dire des algorithmes et des prises de décision pour nos patients qui sont basés sur son délai à lui et pas sur un délai théorique d'un patient qui n'existe pas. Le patient qui suit les délais des protocoles qui sont basés sur le temps, il n'existe pas ces patients-là. Il ne faut pas essayer de les rééduquer. Du coup, on utilise des algorithmes et on individualise de façon très précoce notre rééducation. On ne rééduque pas du tout de la même manière un footballeur, un rugbyman, un volleyeur. Et même un footballeur, on ne le rééduque pas de la même manière s'il joue devant, au milieu, à gauche ou à droite, ou dans les cages. Si dans notre bilan initial, si dans notre prise en charge, on n'installe pas dès la première séance une individualisation, c'est là qu'on loupe notre retour au sport. Et c'est ça qui est important. C'est pas la différence qu'on fera avec tel exercice ou des séries de 12 répétitions ou de 8 répétitions pour essayer de faire de l'hypertrophie. Ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, ce qui va nous concerner, c'est adapter le traitement. Déterminer le niveau de sport, ça va aussi être important parce que notre patient arrive avec une image de sa performance qui est des fois très éloignée de sa performance. Pour ça, on utilise une échelle qui est très pratique, c'est l'échelle de Tegner. On a quelques surprises, notamment sur le sprint, qui est à niveau international à peu près aussi contraignant qu'un patient qui va faire du foot à un niveau amateur. Et ça nous apporte en fait cette échelle et ce cadre pour savoir exactement quel est le niveau de contrainte. Et puis on s'aperçoit immédiatement que cette progression passe par beaucoup d'étapes et qu'il ne s'agit pas de passer de « je ne fais rien » à « je reprends le foot ». On va le voir juste après. Il faut aussi contextualiser la pratique sportive sur l'implication sociale. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne vit que pour ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui gagne sa vie avec ça? Et quel est l'aspect psychologique de notre sportif? Ça, c'est très important. Il ne faut pas le faire à 6 mois quand il va reprendre. Il faut le faire dès le début. Soit on le voit avant, soit on le voit juste après, mais il faut individualiser à ce moment-là. Et les contraintes mécaniques dans le sport, une fois qu'on a déterminé son niveau, il faut, en tant que praticien,
qu'on traduise en fait, tiens, il s'est fait un ménisque sur sa jambe droite, il joue à droite ou il joue à gauche, donc on va anticiper certaines contraintes et on va anticiper la reprise des gestes avant de reprendre sur le terrain. Les impératifs de délai aussi, on ne pourra pas changer la vitesse de récupération de notre patient, ça on est tributaire de sa biomécanique et de son corps et de sa chirurgie, mais par contre ça va nous permettre de l'informer et de lui dire comment ça peut se passer et qu'il puisse s'organiser. Et c'est là qu'on ferait la différence. Informer le patient, extrêmement important aussi, le prévenir que la rééducation est longue, il faut l'informer et lui donner ce cours de biomécanique que vous avez tous suivi, vous êtes des biomécaniciens extraordinaires, apprenez-lui, tous les patients sont capables de comprendre, une fois qu'ils ont compris, ils prennent leurs propres décisions et c'est là-dessus qu'on est efficace, qu'ils comprennent comment on met de la contrainte en rotation, en flexion, en varus, en valgus, en hyperextension, en hyperflexion. Une fois qu'on a compris ça, on peut l'expliquer à notre patient. Une fois que notre patient l'a compris, il ne se posera plus de questions, il aura tout de suite les réponses. Retour, il faut lui expliquer que c'est progressif, qu'il ne va pas reprendre le foot d'un coup. Il va d'abord reprendre la marche, ensuite la course, le changement de direction, et on va voir comment on s'organise pour faire ça. Il va réintégrer son équipe, ensuite il va faire des phases de jeu, des phases d'opposition, il va reprendre sur une deuxième période, et ensuite il va reprendre la compétition complètement. Notre patient, il a en tête de reprendre le foot, et nous, on lui explique que c'est un chemin qui est très long. Tous nos patients ne veulent pas aller jusqu'en haut, et ça aussi, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas proposer à un patient une rééducation extrêmement contraignante quand son objectif, c'est de reprendre un sport à un niveau normal. Et puis aussi, quelque chose qui se passe fréquemment, c'est les patients qui ne voulaient pas reprendre et qui finalement vont reprendre, et ceux qui voulaient revenir au même niveau, et puis qui se rendent compte que ça ne sert plus à grand-chose. Ce chemin qui est tracé, l'objectif va pouvoir changer. Il faut rester ouvert à ça et c'est là-dessus qu'on fait la différence. Alors, pour programmer la rééducation, comprendre que personne ne peut atteindre sa cible avec les yeux fermés. Et c'est là-dessus qu'on va utiliser justement les sciences de l'éducation avec ce papier qui est sorti il n'y a pas longtemps pour programmer notre rééducation et nos soins, partir de l'objectif, c'est-à-dire partir de la fin. Comprendre que ce modèle-là, donc c'est une façon de comprendre ce qu'on fait, pas plus, c'est déjà un focus énorme sur le patient, sur ses objectifs. C'est des cadres réflexifs qui sont adaptatifs et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait la différence. Pas vraiment l'exercice, à quel moment. Là-dessus, on va partir du coup de l'objectif de performance, choisir les indicateurs. Donc là, pour un ménisque, c'est de la chirurgie, donc on va regarder les indicateurs les plus classiques. Est-ce qu'il y a un épanchement? Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce que l'épanchement est résolu normalement, naturellement, avec une journée de repos ou pas? Est-ce que la douleur dépasse un niveau de 4 ou 5 sur 10? Est-ce qu'il y a des façons standardisées de reproduire les symptômes? Ça, c'est les indicateurs classiques d'une chirurgie. Le niveau actuel de performance et les facteurs limitants, donc là, sur un post-opératoire, ça va être le niveau de risque qu'on prend sur un ménisque. C'est un geste qui est fragile, on a 15, 20, des fois 30% d'échecs selon les séries. Il faut aussi le lui dire et comprendre que c'est un facteur très limitant. Et ensuite, une fois qu'on a déjà toutes ces données-là, quelles actions doit-on mettre en place? Et là, ça devient complètement naturel, on n'a plus besoin du protocole, on avait juste besoin de cadrer ça, comprendre notre patient, comprendre sa contrainte dans son sport et lui proposer une progression qui est adaptée. Mais adapté à lui, pas adapté à un protocole chirurgical. Pour faire progresser les patients, 2019, Matt Taberner qui publie un éditorial dans le BJSM qui est une nouvelle façon de comprendre cette continuité, et c'est ça qui est intéressant, où les marches qu'on va faire monter à nos patients quand ils progressent leur rééducation sont très fines et qu'on n'a pas de palier trop important. C'est adaptatif à toutes les blessures et à la chirurgie. C'est-à-dire que les modèles qu'on va utiliser, même en post-opératoire après un ménisque, se rapprochent de plus en plus de ce qu'on va utiliser dans nos protocoles pour tous nos sportifs. Il y a eu dans le tendon le continuum qui a été fait aussi. C'est des modèles qui sont en train d'émerger, qui sont déjà répandus dans le sport de haut niveau et qui vont arriver dans le sport de niveau de tous les jours. Très rapidement, on va passer d'une situation avec ce modèle donc, de continuum contre le chaos où il y a beaucoup de contrôle, c'est-à-dire peu d'éléments imprévus, peu d'éléments aléatoires, peu de sollicitations extérieures. Le patient va pouvoir récupérer son geste et l'automatiser, et puis on va rajouter l'élément aléatoire, on va rajouter la difficulté du changement de direction, de la contrainte, jusqu'à arriver au chaos très élevé, où pour un patient
après une opération d'un ménisque, on va introduire les changements de direction, les frappes, courir plus vite que pendant son match, dépasser le niveau de contrainte cible pour être sûr que le jour du match, il ne va pas s'exposer à une quantité de risque ou à un geste auquel il n'était pas préparé. Et on va introduire l'élément aléatoire en le contrôlant. Pour faire progresser les patients, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on utilise tous les jours quand on prend la voiture. Pour ceux qui prennent la voiture, c'est un tableau de bord où on a choisi les instruments. Pour la voiture, il faut la vitesse, la température et le niveau d'essence. Pour notre patient, c'est l'épanchement, la douleur, le ressenti de l'effort et tout ce qu'on va pouvoir rajouter. Là-dessus, le continuum contrôle chaos, c'est très intéressant, ça prend des pourcentages d'intensité de jeu, ce qui n'est pas ce qu'on nous apprend classiquement. Dans nos protocoles de rééducation, quand on commence à parler à un patient de pourcentage d'intensité de jeu, d'effort perçu, de pourcentage de la vitesse maximale et de pourcentage de sa VO2 max, c'est là-dessus qu'on fait de la rééducation du sport, c'est-à-dire on le prépare à retourner à un niveau de compétition et à un niveau d'exigence qui dépasse celui de notre patient qui ne fait pas de sport. Donc on va intégrer les données de la rééducation, c'est intégrer les données de la préparation physique et les données psychologiques. Ce modèle de continuum contrôle chaos nous permet de réfléchir à notre pratique et d'intégrer ensuite tous les exercices qu'on trouvera, tous les protocoles qu'on pourra trouver et de les adapter. Et c'est ça, à mon avis, le plus important. Pour faire progresser les patients après une chirurgie du ménisque, il ne faut pas de douleur, pas d'épanchement, pas d'appréhension, extrêmement important. Quand il vient de se casser son ménisque, il y a beaucoup de choses qui se passent là-haut, notamment sur l'implication de la chirurgie. Il ne veut pas revenir en arrière, c'est très contraignant pour eux. On voit ça avec beaucoup de distance, parce que c'est notre quotidien. Mais pour un patient, une opération, c'est un bouleversement qui est potentiellement majeur. Comprenons ça et comprenons qu'il faut être très prudent. Donc on ne met pas en danger le geste chirurgical. Thibaut s'est beaucoup appliqué pour le recoudre, il ne faut vraiment pas que ça lâche pendant une séance ni après une séance. Donc on ne prend pas de risque excessif et surtout on ne prend pas de risque inutile. Et pour être sûr que le risque qu'on prend n'est pas excessif, on y va petit à petit, tout simplement. Utilisez des métaphores avec vos patients, ils comprendront. Moi je leur dis souvent sur un ménisque que le lac est gelé, mais on ne connaît pas l'épaisseur de la glace. Donc la stratégie d'y aller en courant et en sautant dessus, elle est souvent perdante. Alors que si on avance tout doucement et de façon très précautionneuse, si on entend que la glace commence à craquer, on recule et tout se passe bien. Alors que si on y va en courant, on ne peut pas savoir. Et pour un ménisque, c'est pareil. Le gros problème en post-opératoire, c'est la rupture. Et le problème de la rupture, c'est que ça ne prévient pas. Le patient, il court et ça lâche. On ne l'a pas vu venir. C'est ça qui est très pernicieux et pour ça, il faut attendre longtemps que ça cicatrise. Alors pendant que ça cicatrise, nous, on optimise et on évite de perdre la fonction et on le prépare au retour. Toujours orienter la progression vers l'objectif final, c'est ce qu'on venait de voir avec le backward design. La pluridisciplinarité, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec Jocelyn et Thibaut, et c'est ça qu'on apprend ce soir, c'est à faire la différence face à ce patient qui n'a pas forcément vu des spécialistes et qui vient vous voir, vous, dans votre cabinet, et c'est là-dessus, en fait, qu'on fera la différence. En sachant reconnaître les cas qu'on ne maîtrise pas et en l'orientant vers des personnes cibles, c'est là-dessus que vous faites la différence, pas avec le bon exercice ou avec la bonne posture. C'est pas vraiment notre rôle. Notre rôle, c'est de savoir identifier notre champ de compétences et de savoir que le métier qu'on pratique ici, tous, est en train de changer. Aujourd'hui, on va de plus en plus prendre des décisions et réorienter les patients. Pour ça, il faut faire ce que vous faites là, c'est-à-dire se former et apprendre. Et là, on comprend, on explique à notre patient son IRM, on lui explique que le problème, c'est pas son ménisque, c'est l'arthrose, on lui explique tout ça. Et là, le patient, on fait une différence. Là, il adhère et ensuite, on a des résultats. On aura des résultats en connaissant et en s'entourant de professionnels qui ont cette expertise-là. Vous saurez maintenant reconnaître une lésion méniscale sur la colonne postérieure dégénérative ou traumatique. Si elle est dégénérative, vous faites votre traitement, et traumatique, vous lui parlez justement d'une solution chirurgicale, vous l'envoyez vers un chirurgien que vous connaissez, avec qui vous entendez bien, et c'est ça la différence. Le patient que Thibaut m'envoie en disant il faut aller voir lui, il sait qu'on s'entend bien, il est rassuré, il se sent pris en charge. Moi je lui explique, si jamais ça ne marche pas, d'abord on fait une infiltration, on t'envoie voir tel médecin, et là il est dans un circuit où il se sent en confiance. Avec le meilleur exercice du monde, avec la meilleure mobilisation du monde, le patient qui n'est pas en confiance, le patient qui n'est pas suivi, et il va le sentir quand on ne maîtrise pas notre indication,
là, on est contre-productif. Maîtriser l'indication chirurgicale, maîtriser l'indication de l'infiltration, c'est faire gagner un temps précieux à tout le monde, et notamment à notre patient. Donc, pour ça, on communique entre nous. Moi, il n'y a pas une semaine où je ne pose pas une question à Thibaut sur la chirurgie du genou, en lui demandant « et ça, c'est quoi? Ça, j'avais jamais vu ». Et c'est comme ça qu'on progresse, et c'est comme ça qu'on l'explique à notre patient. On ne va pas le renvoyer en chirurgie à chaque fois qu'il a une question. Il faut savoir répondre. Et c'est ça, progresser avec notre patient. Se rapprocher des médecins prescripteurs aussi, très important. La communication, le temps qu'on gagne à s'envoyer les textos entre nous, c'est les 3 semaines qu'on perd d'habitude en disant retournez voir votre médecin et demandez-lui. Non, on ne peut plus faire ça. Aujourd'hui, il faut qu'on connaisse les gens avec qui on travaille et que le patient puisse bénéficier de ce réseau-là. C'est ça qui est important. Peu importe où vous travaillez, rencontrez des gens avec qui vous allez travailler, et c'est pas du copinage, c'est que tout le monde y gagne. Les patients qu'on a en commun tous ici, ils gagnent justement au fait qu'on se connaisse. Dernière chose, c'est d'aller au bloc. Le seul moyen de rééduquer les patients après une chirurgie, c'est de savoir ce qui se passe au bloc opératoire. Moi, j'ai jamais appris plus que là-bas en voyant vraiment ce qui se passe. Les vidéos d'arthroscopie, c'est très difficile de se retrouver là-dessus. Quand on a un chirurgien qui vous l'explique en direct, là, on comprend. Et là, on explique à notre patient. Donc, je vous conseille, je sais que Thibaut reçoit beaucoup au blog, allez le voir. Je les invite pour toi, Thibaut, du coup. Mais c'est vraiment là-dessus qu'on apprend et qu'on fera la différence. Le reste, on le trouve sur Instagram, les exercices, on les trouve partout. Par contre, cette compétence-là, on ne la trouve pas partout, et pas sur Instagram. Donc, bien connaître la pathologie, évidemment, bien connaître le geste, évidemment, qui a été fait en post-opératoire, programmer la rééducation. On ne part pas faire une randonnée sans plan, sans savoir où on va, il faut faire pareil avec nos patients. Optimiser le temps de cicatrisation, c'est ce que je vous disais. On laisse le ménisque cicatriser, c'est très long. Et pendant ce temps-là, on optimise. Et une fois que le ménisque est cicatrisé, notre patient est prêt. Plutôt qu'une fois que c'est cicatrisé, notre patient a tout à rattraper. Et c'est là-dessus qu'on ferait la différence. Communiquer avec les équipes aussi pour la reprise du sport. On n'est pas tout seul en tant que kiné, on n'est pas tout seul en tant que podologue ni en tant que médecin. La vraie bonne décision, on la prend à plusieurs. Faites confiance à vos collègues et apportez ça à votre patient, je pense qu'il le mérite.